Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les causes profondes de certaines pratiques religieuses et particulièrement pour vous expliquer la cause dans la religion catholique du célibat des prêtres. Alors le prêtre dans la religion catholique ne se marie pas, n'a pas le droit de se marier, car il est dit qu'en fin de compte, il doit se consacrer entièrement à l'Église, ou à Dieu, ou aux fidèles de sa paroisse. En tout cas, dans la religion catholique, justement, les membres du clergé ne se marient pas. Vous allez voir que la cause est beaucoup plus sociologique que religieuse. Et à l'inverse, on peut s'apercevoir que dans la religion, on va dire protestante, le pasteur est un être qui est intégré dans la vie familiale et qui a la possibilité de se marier. Et pourquoi ces deux, en fin de compte, voies de la chrétienté, l'une va autoriser le mariage et l'autre va l'interdire. Et vous allez comprendre que les véritables causes sont toujours énergétiques et qu'elles n'ont rien à voir avec des causes religieuses. Et que la religion, en fin de compte, est un moyen, en fin de compte, de canaliser les hommes, de calmer les peuples, de les guider, mais aussi d'homogénéiser la société, de permettre à la société, à la communauté, de mieux vivre. Donc je vais vous lire un petit texte et vous allez comprendre les causes profondes, les causes énergétiques, les causes biologiques, les causes, en fin de compte, surtout réelles, qui sont derrière, justement, ces actes dits religieux. Alors, je vais vous lire la première partie d'un texte que je n'ai pas terminé, puisque je continue à produire pour vous, qui commence à expliquer ce célibat des prêtres catholiques. Alors évidemment, le célibat des prêtres catholiques génère bien sûr actuellement de gros problèmes, puisqu'il n'est pas normal pour un homme d'avoir une vie sans femme et une vie, on va dire, sans sexe, puisque l'homme est fait en fin de compte pour se reproduire. Donc interdire la reproduction à un homme par justement l'obligation de travailler pour, en fin de compte, sa paroisse, est-ce que c'est quelque chose de bien intelligent, puisque on se retrouve souvent avec soit une frustration énorme, soit des gens avec un taux de testo bas qui ont décidé, qui ont la possibilité physiologique de ne pas, en fin de compte, subir la tentation ou le désir de se reproduire, soit, en fin de compte, des invertis ou des gens à tendance, on va dire, homosexuelle, qui trouvent, en fin de compte, dans le fait d'être prêtre, d'être curé, d'entrer dans les ordres, en fin de compte, une possibilité justement de ne pas être tenté, et puis des fois, une possibilité aussi, entre hommes, de pratiquer d'une façon, on va dire, secrète, des actes sexuels qu'ils n'auraient pas pu faire dans la vie réelle. Donc on se retrouve avec, on va dire, plein d'hommes à problème qui se retrouvent dans la prêtrise, mais à la base, je vais vous expliquer les causes sociologiques de cela, et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus simple que l'on ne le pense. Et que tout ça est énergétique, et que toutes les sociétés ont un problème avec les cadets, quand un système, on va dire, d'héritage se fait à l'aîné, ou quand on ne veut pas détruire une structure productrice qui risquerait d'être divisée entre des héritiers. Et tout ça, en vérité, vient d'un système énergétique de legs, en fin de compte, qui oblige justement à éviter, pour le bien de la société, la désagrégation de la structure productrice. Et oui, tout est très très basique et terre à terre, on en revient toujours à l'énergie. Alors ce petit texte s'appelle, c'est un demi-texte, puisque je n'ai pas terminé, le célibat du prêtre et le mariage du pasteur.
Le choix culturel du célibat du prêtre dans la tradition catholique, ou le fait que le pasteur protestant puisse avoir une famille, ne sont pas directement liés aux valeurs morales qu'enseignent les religions, mais sont en réalité des adaptations au mode de transmission des charges et des biens en fonction des cultures. Si le célibat est imposé aux prêtres dans la religion catholique, que ce soit en France ou en Italie, c'est que traditionnellement ces deux pays ne sont pas des méritocraties où la situation sociale peut s'obtenir par la valeur du travail bien fait comme en Allemagne protestante, mais des pays où la situation sociale s'obtient soit par la naissance, comme en France, qui est un pays de caste, soit par la famille, comme en Italie, où ce sont la naissance et les alliances charnelles données par les mariages qui vous donnent votre situation sociale en vous intégrant dans telle ou telle famille. C'est ainsi que, traditionnellement, en France, pays de culture celtique, de caste, la situation sociale étant scellée dès la naissance, vous naissez soit noble, soit forgeron. Vous pouvez même, au Moyen-Âge, en tant que serf, paysan, être hérité ou vendu à un noble avec les terres auxquelles vous étiez rattaché. Cette structure de caste française, qui ne laissait pas de possibilité sociale d'évolution, était associée à un système d'héritage basé sur le partage de l'héritage familial. Pour ne pas voir les structures de production agricole que sont les terres appartenant aux nobles se morceler entre les fils lors des héritages, et ainsi voir s'amoindrir la puissance productrice du royaume, il était donc traditionnellement accepté de donner en héritage, dans la noblesse, la charge de possession et d'administration des terres, avec les paysans, aux fils aînés. Quant aux cadets, pour éviter de trop les léser, en ne leur donnant lors des héritages que des miettes, ce qui aurait généré pour les cadets du ressentiment et des tentatives de récupération violente des possessions des aînés, plongeant le pays tout entier dans le chaos d'une guerre interne, il était commun de former les cadets à des charges ecclésiastiques pour les occuper ensuite dans le confort et le luxe de l'Église catholique française, leur enlevant ainsi toute velléité consécutive à l'absence d'héritage amplifié par l'inaction. Cette intégration dans l'Église des cadets de la noblesse était bien sûr liée à l'obligation de ne pas engendrer. Non pas, comme c'était justifié hypocritement, pour se consacrer exclusivement aux œuvres du Seigneur qui demandent toute la vie d'un homme, mais pour, subtilement, empêcher une descendance masculine oisive de venir réclamer ses droits sur un héritage de charges et de terres, ce qui aurait risqué de plonger le pays dans de violents troubles sociaux, affaiblissant par là l'État et le rendant vulnérable aux attaques des puissances économiques voisines. Enfin, les cadets de la noblesse intégrés dans l'Église pouvaient enseigner à un peuple d'esclaves la soumission pieuse à la noblesse comme volonté divine, tout en leur offrant l'espoir d'une vie meilleure après la mort au paradis, s'ils s'étaient comportés honnêtement, sans remettre en question l'ordre établi sur terre qui découlait bien sûr de la volonté divine. C'est-à-dire accepter pieusement leur situation de serfs appartenant à la noblesse dont était issu le clergé qui leur enseignait cette soumission. C'est ainsi qu'en France, les membres de l'Église catholique sont donc devenus célibataires par obligation pour éviter les troubles sociaux dus aux demandes de morcellement des structures productrices que les enfants hypothétiques d'un clergé traditionnellement noble auraient pu demander en héritage. Donc vous voyez en fin de compte que ce système de ne pas en fin de compte se marier chez le prêtre catholique est lié structurellement au fait que c'était les cadets de la noblesse à qui on trouvait des charges ecclésiastiques, ce qui les occupait et en fin de compte leur évitait d'aller essayer de récupérer les charges et les possessions territoriales de l'aîné, ce qui aurait morcelé l'outil de production agricole, la surface appartenant aux suzerains, aux nobles, ce qui aurait en fin de compte affaibli le royaume, puisque sur ces surfaces en fin de compte appartenant à la noblesse, il y avait des moulins, il y avait plein d'outils de production
qui, en fin de compte, permettait la gestion du territoire appartenant à l'aîné. Donc si on morcelle ça, il va y avoir des guerres, des problèmes. Donc il est important d'avoir une structure productrice de grande surface pour pouvoir être performante et, en fin de compte, financer des outils, en fin de compte, d'améliorer les outils de production que sont les moulins, les routes, les voies d'acheminement, les voies d'acheminement énergétiques, bien sûr, qui, si on est sur une grande surface, un grand territoire, peuvent grouper tous les habitants du coin pour les produire, et les biens qu'auront gagnés ces habitants iront justement à la rénovation de ces structures. Donc, plus la structure est grande et moins elle est morcelée, plus elle est puissante, plus elle peut, en fin de compte, être modernisée de génération en génération et éviter le morcellement en petites structures pauvres qui se feront la guerre et qui, en fin de compte, feront qu'un royaume, un État, sera victime de l'agression d'États plus puissantes, plus unis, qui sont autour. Tout le temps, cette guerre pour l'énergie. Donc, le fait que le clergé catholique ne se marie pas est tout simplement le fait qu'il appartenait à la noblesse et, en fin de compte, qu'il fallait éviter d'avoir des bâtards qui auraient fait la guerre pour essayer de récupérer leur terre. Vous avez vu Game of Thrones, la bataille des bâtards, c'est une petite allusion, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Dans un monde, en fin de compte, ancien, même moderne, il y a tout le temps des problèmes lors des héritages, et plus la famille est puissante, plus l'outil de production est puissant, mais plus il peut être morcelé, perdant ainsi de sa puissance. Donc il est tout le temps très important de conserver par-dessus tout l'outil de production énergétique et sa rénovation dans une grande structure pour éviter justement son affaiblissement et l'affaiblissement de l'État qui serait à ce moment-là qui serait à ce moment-là convoité par les voisins, pillé, détruit. Donc on voit tout le temps, c'est tout le temps le même principe, faire attention aux cadets, les occuper pour qu'ils ne foutent pas la merde. Alors, en Italie, c'est un peu différent parce que l'Italie n'est pas un pays de caste, mais c'est un pays où, si vous voulez, il y a quand même des problèmes, c'est un pays de famille. Alors, qui dirigent des villes, ces villes attirant en fin de compte des riches marchands, des villes de négoce, des villes de commerce, puisque l'Italie se retrouve en fin de compte entourée par la mer, et c'est un pays qui est branché sur le commerce méditerranéen, mais aussi le commerce avec le nord de l'Europe par le nord. Donc c'est un pays très ouvert sur le commerce, avec des villes très riches qui se font une guerre économique, un peu comme en Allemagne, mais la structure n'est plus la germanitude donnée par le sang, mais l'appartenance à une famille, des familles qui dirigent des villes. Ces familles sont puissantes, on rentre dans la famille par le sexe, par le mariage, c'est tout dans les affaires de famille italienne, à la famille, la mafia, mais ça fonctionne comme ça. Elles dirigent des régions, des villes, des villages, elles attirent des gens de valeur, des artistes, des commerçants, des ingénieurs, en leur faisant un pont d'or, en leur permettant justement de venir dans ces villes, les enrichir, et à ce moment-là, attirer encore plus de marchands. Donc ils attirent des ingénieurs, des artistes pour embellir la ville, pour la moderniser, pour attirer des marchands qui viendront en fin de compte vendre, commercer et payer une taxe pour justement pouvoir faire fonctionner cette ville et en même temps, eux, bien fonctionner. Mais c'est tenu par des familles et bien sûr, il faut occuper toujours les cadets, comme ce n'est pas une méritocratie où on réussit par son travail, on va caser les cadets dans les ordres. En fin de compte, on va les mettre dans des fonctions du clergé et ils vont devenir, vous savez, c'est les célèbres les célèbres papes italiens, on voit qui étaient dévergondés. C'est quand Luther a descendu pour découvrir l'Italie, il s'est aperçu que tout ce système de clergé n'avait pas l'austérité, en fin de compte, de cette religion catholique qui s'imposait, italienne, qui s'imposait pour gagner de l'argent sur le dos des Allemands, en fin de compte, en Allemagne, et qui vivait, en fin de compte, dans le stupre, dans la luxure, dans la fornication, et dans la richesse. Ça l'a choqué, il est remonté, justement, et il a fait cette réforme, il a imposé l'austérité en Germanie, qui n'est pas un pays unique, qui est un pays composé, en fin de compte, de nombreuses villes puissantes, avec des armées, attirant les commerçants, attirant les ingénieurs,
attirant les artistes de la même façon que les villes italiennes, puisque l'Allemagne n'est pas centralisée, ce sont des luttes énergétiques entre cités, mais avec absolument pas de problème pour les cadets, je vais vous l'expliquer après. Le problème en Italie, c'est qu'il faut occuper les cadets, donc on les met à l'église pour pas qu'ils cassent les couilles, et surtout pour pas qu'ils divisent les structures, on va dire, qui dirigent la ville, pour les occuper et éviter de tomber, en fin de compte, dans des luttes familiales pour le pouvoir. Lutte familiale que l'on peut voir classiquement dans de nombreux romans, et puis en étudiant l'histoire de l'Italie, où vous voyez que déjà depuis l'Empire romain jusqu'à l'époque de la Renaissance, c'était assez tendu en interne dans les familles, tout ça pour le pouvoir, pour pouvoir gérer. Les cadets se sentant lésés, il fallait bien les occuper dans, en fin de compte, le clergé, dans l'église, où ils continuaient toute leur fornication et tout leur pataquès sexuel, en fin de compte, mais sans déclarer les héritiers, bien sûr, on va dire les enfants qui naissaient de leurs actes sexuels d'hommes normaux, on va dire, tout simplement pour que le pouvoir se maintienne uni et puissant dans la ville avec les aînés qui héritent. Alors pourquoi on n'a pas ce problème en Allemagne ? Parce que tout simplement le système d'héritage n'est absolument pas le même. Donc le fait de, en fin de compte, occuper les cadets n'a pas du tout, il n'y a plus ce problème en Allemagne, puisque l'Allemagne est devenue une méritocratie. Alors ça, c'est le système germanique ancien, ce n'est pas celtique classique, on va dire le celtique français. Et le système germanique ancien, c'est l'aîné qui hérite, mais comme ce n'est pas un pays de famille comme en Italie, ou un pays où on rentre par le sexe et non par le mérite du travail, ou un pays de caste comme en France, où, en fin de compte, la charge est héritée de naissance, et vous avez beau travailler en France, jamais vous ne montrez socialement. Et c'est classiquement comme ça, et ça perdure encore un peu. Donc en Allemagne, c'est différent. La structure, c'est l'aîné qui hérite de la structure productrice, ce qui me permet de ne pas morceler les structures de production. C'est extrêmement important pour un État, puisque de grosses structures productrices sont riches et peuvent à ce moment-là se moderniser de génération en génération. Plus les structures productrices sont morcelées, moins elles ont de puissance pour pouvoir rénover, en fin de compte, de pouvoir rénover leur structure. Plus elles deviennent obsolètes, et moins elles peuvent, en fin de compte, enrichir le pays. Alors, petite parenthèse, c'est ce qu'il y a en Roumanie, où en fin de compte, les structures agricoles sont morcelées, les gens sont indépendants, mais la Roumanie est extrêmement pauvre parce qu'il y avait ce problème de morcellement des terres en une multitude de petits propriétaires, sûrement dû au système d'héritage. Vous n'avez pas ça en Germanie, vous avez le fils aîné qui hérite, mais pour pas avoir de trou avec les cadets qui se sentiraient lésés et qui viendraient trancher la gorge, bien sûr, à l'aîné et générer des guerres internes, puisque les guerres civiles, les guerres internes dans l'État sont toujours déclenchées par, en fin de compte, une mauvaise homogénéité de la répartition énergétique. Donc qu'est-ce que l'Allemagne a généré ? Elle a généré une méritocratie, alors ça s'est mis au point doucement, qui fait que les cadets peuvent partir, tenter leur chance, ils se forment, et ils vont, à travers la Germanie, vendre leur qualification, et s'ils sont bons, s'ils ont de la valeur, ils vont monter socialement au sein des structures productrices, et qui sait, s'il n'y a pas d'héritier mâle dans une structure productrice, agricole, industrielle, n'importe laquelle, à ce moment-là, le père, s'il a une fille, donnera la fille au cadet, à l'homme, qui aura la capacité de reprendre l'outil de travail. En Allemagne, donc ce qui est le plus important, c'est le travail, et c'est pour ça que quand l'Allemand dit « le travail rend libre », ce qui était au-dessus des camps de concentration, ce n'est pas pour se moquer des gens qui allaient mourir dedans, c'est simplement que pour l'Allemand, le travail est réellement un moyen de promotion sociale, même si les structures sont familiales. La montée, en fin de compte, peut se faire au sein d'une structure par un cadet, donc il n'y a pas
en fin de compte, ce mécontentement des cadets, et les cadets se sentent moins lésés, puisqu'ils auront tout le temps la possibilité d'aller parcourir la Germanie, donc toutes ces villes commerçantes, ces villes commerçantes du sud, qui font une espèce de croissant, qui traitent entre la région slave, le nord de l'Europe, la France et le sud de l'Europe, même l'Italie, elles sont là, elles sont installées, qui se font une guerre économique. Il y a tout le temps moyen pour les cadets d'aller vendre leurs compétences s'ils sont bons. Bien sûr, s'ils sont mauvais, ils tomberont, mais il n'y a pas de désespoir pour le cadet, et on n'a pas à l'occuper en le mettant dans les ordres. Donc c'est pour ça que une religion catholique basée sur le célibat des prêtres n'aurait pas pu durer dans une Allemagne germanique, de mentalité germanique, avec une structure d'héritage basée sur, effectivement, l'aîné, mais avec une méritocratie enclenchée depuis déjà des siècles pour les cadets, qui faisait que les cadets n'ont pas besoin d'être utilisés, d'être calmés en les mettant dans les ordres. Et bien sûr, les cadets des familles riches et puissantes, c'est eux qui ont le pouvoir de faire des révolutions. On utilise les petits quand ils n'ont plus à manger, mais ceux qui dirigent, c'est ceux qui se sentent lésés. Donc voilà pourquoi ça ne pouvait pas marcher à l'époque, le catholicisme, et c'est pour ça que le protestantisme s'est imposé. Et puis en plus, l'Italie avait, en fin de compte, généré une église qui était un moyen, en fin de compte, d'asservir les peuples, de les avoir, en fin de compte, à leur botte, et surtout de récupérer par les taxes, par les indulgences, par, en fin de compte, une religion italienne de commerçants, l'argent des benets germains qui croyaient dur comme fer ce que leur disaient, en fin de compte, les curetons, parce que l'allemand a besoin d'être, en fin de compte, dirigé et cadré d'une façon, que ce soit dans le milieu professionnel ou d'une façon religieuse, et l'Italien avait très bien compris ça, mais l'avait utilisé à l'italienne pour récupérer un peu de monnaie sur le côté naïf allemand. Mais naïf un jour n'est pas naïf toujours pour l'allemand, puisque l'allemand est naïf au départ, et à la fin, il s'aperçoit qu'on peut le baiser, puisque l'allemand, comme il est dans une méritocratie, fait toujours confiance à l'homme qui dirige, puisque l'homme qui dirige, en général, est monté par le mérite. Donc il pensait éventuellement que le prêtre formé en Italie, ou le prêtre italien qui montait, était en fin de compte formé par le mérite. Et non, il était formé pour l'appât du gain, ou pour le côté de ne pas bosser des masses, tout simplement. Et puis pour le fait de pouvoir récupérer un peu d'argent chez nos amis germains. Donc ça s'est très très mal passé avec Luther, parce que la structure germanique n'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça que les protestants, eux, continuent à être, en fin de compte, des chrétiens, mais avec des pasteurs pouvant se marier, alors que chez les catholiques, que ce soit en Europe ou en Italie, pour deux raisons un peu différentes, les prêtres ne se marient pas pour éviter, en fin de compte, de générer une descendance à la base réclamant leur dû. Et on rentrait dans les ordres, en fin de compte, quand on était de famille noble, de famille aisée, dans les ordres, on va dire, dans le clergé, tout simplement pour les occuper et qu'ils ne cassent pas les couilles, puisqu'il n'y avait pas de méritocratie pour les cadets, et qu'ils ne viennent pas faire chier et détruire les structures productrices appartenant aux aînés. Voilà, vous voyez que tout est énergétique, et que si les pauvres curés qui m'entendent pensent que le fait, en fin de compte, de se priver des femmes est à la base uniquement fait pour pouvoir se consacrer, en fin de compte, aux œuvres du Seigneur, tout ça est une vaste hypocrisie qui était en fin de compte fait pour occuper les cadets et éviter une descendance qui aurait détruit les outils de production. Voilà, petite vidéo sociologique qui, je l'espère, vous aura fait comprendre pourquoi nos prêtres catholiques ne se reproduisent pas et ne sont pas en couple, et pourquoi les pasteurs protestants, eux, ont le droit d'avoir des femmes, tout simplement. Alors, j'ai pas assez étudié encore les orthodoxes, mais il y a toujours des causes énergétiques à tout, et vous voyez que tout simplement c'est à cause des systèmes sociaux, méritocratie,
au nord, système de caste en France, système familial en Italie. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.